Oui, OK. Est-ce que vous connaissez la théorie, du réalisme conscient de Donald Hoffman? Alors je connais son nom, mais non, je connais pas dans le détail, non. Globalement, lui, bah, il part sur un autre monisme, il part sur une sorte d'idéalisme conscient. C'est que, globalement, la c'est pas la conscience qui émerge de la matière, ça va être la matière qui va émerger de l'interaction d'agents conscients et donc il va juste postuler une formule mathématique d'un agent conscient et normalement, là, il travaille à essayer de retrouver tous nos modèles physiques, la théorie de l'évolution, enfin, tout le reste au travers de ça Ouais. et il s'appuie sur le fait que nos perceptions, par exemple, pour appuyer son cas sur la théorie de l'évolution, nos perceptions n'ont pas été faites par la théorie de l'évolution pour percevoir la réalité telle qu'elle est, mais pour influencer nos perceptions du fitness, de ce qui va nous permettre de OK. nous reproduire, de vivre, enfin voilà. Alors, bon, je connais pas je l'ai croisé ce nom-là, mais je connais pas la pertinence, de cette approche-là, mais ça s'inscrit dans une évolution actuelle en philosophie et en psychologie qui, vient critiquer et attaquer de front, ce qu'on appelle, le matérialisme et le réductionnisme. Avec l'idée que ces modèles-là sont tout à fait intéressants, mais insuffisants pour comprendre la nature de la psyché et notamment de la conscience. On en est arrivé là, pourquoi? Parce qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, un certain nombre de neuroscientifiques de premier plan ont dit: «Donnez-nous des milliards et on va être capable d'expliquer la conscience, le fonctionnement du cerveau de manière générale», avec l'idée que la conscience serait une émergence du cerveau et que ces découvertes allaient permettre de révolutionner la psychiatrie. Ça, c'était une vingtaine d'années et puis, bah, en fait, ça n'a pas marché du tout. Donc, les neurosciences cognitives disent des choses tout à fait intéressantes, mais elles n'ont pas du tout expliqué la nature de la conscience, même s'il y a des avancées intéressantes. Et ça explique pourquoi, à l'heure actuelle, il y a tout un ensemble de mouvements, notamment panpsychistes, avec des auteurs comme Chalmers. Il y a différentes théories, voilà, actuellement. Et donc, il y a deux grands modèles de théorie. Il y a d'un côté le matérialisme, le réductionnisme, qui est le modèle dominant actuellement dans les neurosciences cognitives et en médecine et en psychologie, on va dire, voilà, avec l'idée qu'on a des petits atomes dans la tête qui s'organisent d'une certaine manière et c'est ça qui fait qu'on est conscient. Et puis, il y a des modèles idéalistes. Et donc, ce que vous décrivez, c'est des modèles idéalistes, avec l'idée qu'il y a d'abord les idées et ensuite la matière. Alors que dans l'autre sens, c'est d'abord la matière et ensuite les idées. Moi, j'ai une position différente. C'est, comme je disais, un monisme décompositionnel à double aspect. C'est un modèle intermédiaire entre les deux. C'est l'idée qu'il existe. Alors, c'est issu notamment au départ de Spinoza, aussi un peu Schopenhauer, enfin, un certain nombre, il y a une filiation, on va dire, qui remonte notamment à ses auteurs, Hegel aussi. Et l'idée, c'est qu'il y a une sorte de couche première du réel, ce que Kant appelle la chose en soi, qui se décompose. Voilà, il y a une décomposition, c'est pour ça qu'on parle d'un monisme décompositionnel, en parallèle, sous forme de matière et de psyché. De sorte que les deux sont synchronisés. Alors c'est pour ça que si on vous enlève un bout de votre cerveau, vous allez plus penser pareil. Mais ça veut pas dire que c'est votre cerveau qui produit la pensée. Il y a une substance sous-jacente qui produit les 2 en même temps. Et dans les expériences exceptionnelles, ça met en évidence certaines expériences exceptionnelles, hein, pas toutes, et ça met en évidence qu'il y a des formes d'interaction, d'intrication entre psyché et matière qui ne sont pas possibles dans le matérialisme réductionniste. Et donc ce modèle permet de montrer comment il y a une sorte de substance première qui induit des formes de communication qui transcendent l'espace et le temps. Un petit peu ça le modèle que je développe avec un certain nombre de collègues. Voilà. L'idée de la chose en soi, ce serait, par exemple, le soleil qu'on voit avec nos yeux et la construction qu'on en fait. Pour autant, le soleil en soi existe dans le monde objectif, mais rien ne nous dit qu'il ressemble à ce qu'on voit nous avec nos yeux au travers de notre perception. Et du coup, ce serait pour, j'essaie de comprendre en fait la chose en soi. La chose en soi serait ce qui existerait dans la réalité objective si on pouvait la voir. Mmh. Et ensuite, du coup, on va avoir qui va se décomposer en deux choses, qui va être la matière comme on va la voir nous et l'interprétation qu'on va en faire, enfin le psyché, l'idée de la conscience derrière de la perception consciente. Alors, bon, ce qu'on appelle la chose en soi dans ces modèles-là, c'est ce qu'on appelle l'ordre ontique. Ontique parce que c'est ontologique, c'est la chose en soi. Sauf que la chose en soi, vous pouvez pas la connaître parce que dès que vous la connaissez, vous en produisez une représentation. Donc on ne connaît on n'est jamais on ne connaît jamais, on ne sait jamais ce qu'est la réalité. On est toujours dans une représentation Oui. de la réalité. Quand vous regardez le soleil, en fait, ce qui se passe dans ce modèle-là, c'est que vous avez d'un côté, vous avez une substance première, alors moi, c'est ce que j'appelle plutôt le réel. Je distingue de la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est ce qu'on voit, ce qu'on attrape, et le réel, c'est les choses en soi, en amont de notre perception. Vous regardez le soleil, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette substance première qui se décompose en deux choses en même temps. Le soleil sous forme de matière, et votre perception consciente du soleil en tant que matière. Et ce sont deux substances dans ce qu'on appelle l'ordre épistémique, c'est-à-dire l'ordre de la connaissance. Et donc dans cet ordre de connaissance, c'est dépendant de l'architecture cognitive qui caractérise le cerveau humain, notamment. Et donc il y a le soleil en tant que matière,
et il y a le soleil en tant qu'expérience subjective interne consciente et ce sont 2 choses différentes et donc dans ce modèle-là, si vous voulez, il y a une sorte d'ontologie propre des pensées. Pour le dire autrement, alors là, ça rejoint les théories de Bergson, ce n'est pas le cerveau qui produit la pensée. Et je pense qu'il y a tout un ensemble de données scientifiques à l'heure actuelle qui font que cette position est totalement intenable. Il y a notamment une énorme somme qui a été publiée là-dessus, qui s'appelle, Irreducible Mind, donc l'esprit, irréductible, par des chercheurs aux États-Unis notamment, qui montrent qu'il y a plein de données qui font que ça marche pas, et notamment les expériences exceptionnelles. Ça ne veut pas dire que ça marche pas, enfin, vous pouvez étudier la matière scientifiquement, les neurosciences le font très bien, vous allez arriver à un certain nombre de conclusions, mais vous n'allez pas pouvoir expliquer la nature profonde de la conscience. Ça se joue pas à ce niveau de réalité, c'est un autre ordre de réalité. Et donc, ce que je défends comme hypothèse, c'est que les expériences exceptionnelles, certaines d'entre elles, permettent de mettre en évidence ces logiques-là. Du coup, est-ce qu'on serait pas condamné avec l'étude du cerveau, qui serait donc l'étude de la matière, mais jamais de la chose en soi, vu qu'on peut pas la représenter, on peut pas la voir? Parce que quand vous dites que ça peut pas, que les pensées ou que la conscience émerge pas nécessairement du cerveau, on parle du cerveau en tant que chose en soi, ou on parle du cerveau en tant que représentation que nous on en a, puisque le cerveau pourrait être bien plus en tant que chose en soi que ce qu'il est. Et du coup, à ce moment-là, ça pourrait, est-ce que ça pourrait émerger du cerveau en tant que chose en soi, peu importe ce que c'est, plutôt que et pas du cerveau que nous on perçoit du coup? Ou est-ce que c'est même, ça émergerait même différemment du cerveau de la chose en soi? Le cerveau, dans le modèle que je propose, c'est un appareillage, c'est un filtre, ce que proposait déjà Bergson. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réel, qui est un réel, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, on peut en déduire un certain nombre de choses à partir des expériences exceptionnelles. C'est probablement une sorte de flux qui n'est pas organisé par l'espace et le temps tel qu'on les connaît, avec un ensemble d'éléments signifiants qui vont se stabiliser. Le cerveau, en fait, c'est un organe de stabilisation du réel. Il permet de stabiliser les choses. Et donc, si vous êtes une chauve-souris, euh, votre appareil cognitif de chauve-souris, il va stabiliser le réel sous forme d'une réalité très particulière, dont on ne peut pas faire l'expérience d'ailleurs. Et chacun a un cerveau un peu différent qui stabilise ce réel sous forme d'une réalité, sous forme de représentation mentale. Mais le cerveau, dans le modèle que je propose, ne produit pas la pensée. Il produit des représentations mentales qui permettent de stabiliser et de s'approprier le réel d'une certaine manière. Donc ça change complètement la manière de considérer les choses. Et du coup, mais la pensée ne serait pas une sorte, pareil, une sorte de représentation de ce réel, quoique même si c'est juste imaginaire? C'est un flux. Donc si vous voulez, la pensée n'est pas produite par le cerveau, elle est filtrée par le cerveau qui la stabilise. Ah, d'accord. Ok. La pensée serait l'équivalent de ce qu'en fait, il y aurait plus vraiment de différence entre la manière dont je vois ce canapé et la manière dont mon cerveau stabilise la réalité en soi pour me faire l'image de ma chambre, enfin de la pièce, et la stabilisation de la réalité en soi qui va donner ma pensée. Vous avez les 2 en parallèle. Voilà, on regardait le soleil, maintenant regardons votre canapé. Quand vous voyez votre canapé, votre cerveau, il stabilise un ensemble de représentations mentales de votre canapé. C'est-à-dire, il crée un espace spatial en 3 dimensions, avec une illusion de profondeur. Il traite la couleur, les formes. Il va traiter tous ces éléments comme un réalisateur de film. Il traite le temps. Donc il va créer un espace de représentation extrêmement compliqué, avec tout un ensemble de processus physiologiques que les neurosciences cognitives connaissent assez bien et décrivent assez bien. C'est-à-dire, par exemple, tout le traitement visuel va se faire au niveau du lobe occipital. Il y a des, sur la face ventrale ou dorsale du cerveau, il va y avoir des traitements différents de à quoi sert un objet, de sa forme, de sa couleur. Donc tout ça, c'est au niveau épistémo-physique. C'est de la matière. Votre cerveau le produit. Ouais. Donc il y a bien le cerveau, il produit quelque chose, il crée quelque chose à partir de ce réel. Et en parallèle, vous avez le vécu interne subjectif, conscient de cette expérience. Et les 2 sont corrélés. C'est-à-dire que votre vécu subjectif, il est corrélé, il est intriqué avec votre appareillage cognitif neurobiologique. Donc c'est important parce que moi, le modèle que je défends, c'est pas un modèle où on va jeter à la poubelle tout ce que font les neurosciences cognitives. C'est très intéressant ce qu'elles font. C'est juste que c'est un peu comme la théorie newtonienne et la théorie d'Einstein. C'est-à-dire que c'est vrai dans un certain référentiel. Mais il faut étendre le référentiel si on veut pouvoir inclure d'autres expériences qui sont considérées actuellement comme des anomalies. Oui, je suis d'accord avec ça. En fait, le point que j'essayais de faire, c'était est-ce que l'étude du cerveau au travers de notre perception, qui est du coup une représentation, Mmh. et pas le cerveau tel qu'il serait, nous condamne pas justement à. On est dans un. Juste par le fait qu'on filtre
Bien sûr. nous-mêmes, notre propre étude du cerveau, est-ce qu'on se condamne tout seul? En gros, est-ce que même l'étude au final sera possible ou pas? Ou est-ce qu'on sera obligé de trouver, C'est une forme d'illusion, c'est-à-dire la réalité telle qu'on l'aperçoit est une illusion, c'est une construction, en fait, c'est même une hallucination, hein, c'est ce que disent un certain nombre de neuroscientifiques. Mais cette idée-là, vous la trouvez dès le début dans la tradition philosophique occidentale avec l'allégorie de la caverne de Platon. Il y a rien d'original dans cette idée. Cette idée revient constamment, et elle a pris beaucoup de popularité, par exemple avec le film Matrix, qui est une représentation technologique de cette idée-là. Et Platon lui-même ne fait que reprendre une idée qui existe dans la tradition orientale depuis des millénaires, avec cette idée, donc vous trouvez dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, de la certaine représentation de la réalité comme illusion. Mais la question, bon, après que des gens disent ça depuis très longtemps, on le sait, toute la question c'est est-ce que vous pouvez produire en Occident un modèle de rationalité, voire un modèle scientifique de ces éléments-là? Et pourquoi? Ah, parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivent des expériences qui ne sont pas compatibles avec le modèle réductionniste matérialiste. Et ces gens en souffrent. Ils en souffrent profondément. C'est-à-dire que quand vous, ça peut paraître abstrait, mais quand, par exemple, vous vivez une expérience de mort imminente et vous voyez ce qui se passe dans une autre partie de l'hôpital, vous voyez ce qui se passe à plusieurs kilomètres de là, c'est extrêmement perturbant. Et donc la question, je pense que ce qui est important dans une civilisation, c'est qu'elle ait une théorie le plus englobante possible des expériences vécues par les personnes. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc c'est très problématique dans une culture donnée, des gens sont obligés de cacher leur identité et leur vécu profond. Voilà. surtout quand on sait les changements du coup, de vision du monde et de rapport à la réalité, à ses perceptions, à sa mort, à sa spiritualité que peuvent entraîner une telle expérience, quoi. Bien sûr. Alors, voilà. Alors sauf que quand vous commencez à tirer les choses par cette ficelle, vous vous rendez compte qu'en fait, depuis à peu près Descartes, toute la pensée occidentale est fondée sur une certaine représentation du monde. Et cette représentation du monde consiste à séparer le sujet de l'objet. Et que cette manière de penser, c'est ce qui va permettre l'avènement de la science, mais ça va aussi distinguer la pensée occidentale d'autres pensées, et notamment les cultures, enfin la pensée des cultures premières. Bon là, je suis très généraliste, mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière, il y a des conflits de représentation du monde sur le plan anthropologique. Et que à partir du moment où vous commencez à questionner ces fondations anthropologiques sur lesquelles repose toute notre civilisation, ça suscite très rapidement des inquiétudes, des angoisses très profondes. C'est pour ça que je défends l'idée, en reprenant notamment les thèses d'un sociologue et philosophe qui s'appelle Bertrand Meost, que ce qu'on appelle le psy, PSI, c'est-à-dire ces intrications psyché-matière, serait en réalité le plus grand tabou des sociétés occidentales. Parce que, si vous voulez, vous savez, des fois, on parle de tabou, tabou de l'inceste. Par exemple. C'est vrai qu'il y a quelque chose de tabou sur l'inceste, mais on en parle tout le temps, dans les médias, et cetera. Bon. Un vrai tabou, qu'est-ce que c'est? Un vrai tabou, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Et donc, ce dont je vous parle, là, le psy PSI, on n'en parle quasiment jamais sérieusement dans les médias et dans les communautés académiques. Ça n'empêche pas, comme je vous le disais, qu'il y a des recherches sérieuses, mais elles sont très périphériques, elles sont très peu connues. Et donc, dans le modèle de, j'ai plus le nom de votre modèle, je suis désolé, de la décomposition. Le monisme décompositionnel à double aspect. Voilà. Est-ce que la conscience, elle a quelle place du coup? Elle décompose de la réalité, mais comment est-ce qu'elle peut être, abordée précisément? Alors, là, dans ce modèle-là, la conscience, ça bon, il faut repartir par exemple des travaux de Chalmers. Donc Chalmers, c'est un philosophe qui distingue le problème facile de la conscience, le problème difficile de la conscience. Le problème facile de la conscience, qui est pas si facile que ça à étudier, c'est par exemple tous les travaux de Stephen Loris, enfin de Stanislas Dehaene, bon bref, tout le petit moulin, la petite mécanique dont je parlais tout à l'heure qu'on a dans la tête qui permet de produire une expérience consciente. Ça, c'est on a grâce à le EEG, l'IRM fonctionnel, tout un ensemble de données, on peut regarder l'intérieur de la boîte noire et on commence à comprendre un peu comment ça marche. C'est très intéressant. Ça, mais ça reste à peu près facile. Le problème difficile, c'est qu'est-ce qui fait que ce petit moulin me donne l'impression d'être conscient? Pour un certain nombre de tenants de cette approche matérialiste réductionniste, comme Stanislas Dehaene, cette question n'a pas d'objet. C'est une illusion. On a une illusion d'être conscient qui est produite par cette petite mécanique, mais c'est rien de plus. Donc il suffit de souffler sur ce problème, il va s'envoler. Et alors, je suis en désaccord avec cette position. Je pense que cette position, elle est très heuristique pour produire de la connaissance sur le cerveau. Il n'y a aucun doute. C'est très bien de continuer dans ces directions-là. Ça a plein d'utilisations pratiques en clinique. Par exemple, est-ce que les gens sont conscients dans le coma, des choses comme ça, c'est très intéressant. Mais je pense que ça ne résout pas le problème de comment émerge la conscience. Et je vous donne un exemple tout simple. Si vous supposez qu'il y a plein de petits atomes dans le cerveau et qu'à un moment donné, ils sont structurés d'une certaine manière qu'ils produisent l'expérience consciente.
pouvez réduire les choses à imaginer qu'en fait, le cerveau, c'est plein de petites boîtes de conserve qui sont reliées par des fils les unes aux autres. Et donc, c'est juste que vous avez 50 millions ou 100 millions ou 100 milliards plutôt de ces petites boîtes. Et la question que moi j'aimerais poser, c'est à partir de quand ça devient conscient, ces petites boîtes qui sont reliées entre elles? C'est quand qu'elles deviennent conscientes? Pourquoi elles deviennent... Vous voyez, bah, on ne sait pas. Mais parce que à partir de quand il y a ce saut magique de la matière à la matière qui devient psychique? Alors, la réponse que je proposerais, dans la continuité notamment de l'hypothèse de Chalmers, c'est que le problème, enfin, ce que je dirais, moi, c'est que le problème difficile, c'est pas un problème difficile, c'est un problème impossible. On ne pourra jamais le résoudre. Pourquoi? Parce que comme tout problème difficile de ce type-là, c'est qu'en fait, il est mal posé. Et comme il est mal posé, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que ça n'est pas le cerveau qui produit la conscience. La conscience est une émergence de ces strates premières du réel qui se stabilisent d'une certaine manière dans les espèces vivantes. Voilà. Donc pour répondre à votre question, voilà, pour moi, la question de la conscience se situe au niveau ontique, de l'ordre ontique, et nous, non au niveau de l'ordre épistémique. Et du coup, l'ordre antique serait uniquement de la conscience ou il y aurait d'autres matières? Puisque sinon, on retombe, j'ai l'impression, dans un peu une sorte de dualiste où il y aurait une sorte de matière antique et une Non, sorte de conscience alors antique non, qui. ça alors, bah, là, ça, c'est les vraies grandes questions scientifiques sur lesquelles moi je travaille actuellement, mais qui sont très, très compliquées à résoudre. Parce que comment vous étudiez le non étudiable? Comment vous Oui. observez le non observable? Alors, l'hypothèse que je propose, c'est qu'il existe certains cas très rares, par exemple le cas de Ted Serios, qui est un grand sujet psy des années 60, qui était étudié aux États-Unis, qui arrivait, semble-t-il, à produire par la pensée des images sur des polaroïds. Et donc, je pense que quand on étudie dans le détail les images produites dans ces conditions contrôlées, on peut en déduire des choses sur l'ordre ontique. On peut en déduire que, comme je vous disais, c'est pas organisé par l'espace et le temps tel qu'on les connaît. C'est organisé par des chaînes de signification extrêmement complexes. C'est organisé par un certain nombre de principes, et en particulier ce que j'ai après appelé le principe d'élusivité. C'est-à-dire que le réel n'est saisissable qu'à travers une sorte de voile qui le rend auto-obscurant, d'une certaine manière. Voilà. Et donc, on peut en déduire un certain nombre de choses, de manière indirecte. Mais ce sont des questions très, très compliquées, bien évidemment, mais qui me paraissent fondamentales. Le souci, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on en est dans cette situation-là, c'est qu'on est situé entre la psychologie et la physique. Et cet ordre-là, il est psychophysique. C'est-à-dire qu'il est ni psychique, ni physique. Mais ça, c'est complètement en dehors de notre entendement. C'est-à-dire qu'on n'a pas un appareil cognitif qui permet de penser une matière psychophysique. De la même manière que c'est Bion, un psychanalyste, qui dit on ne peut pas chanter des pommes de terre. Ou on pourrait dire une fourmi, elle ne peut pas comprendre un opéra de Wagner. C'est en dehors de son appareillage cognitif. Donc ça nécessite d'accepter l'idée que l'appareil cognitif de l'être humain n'est pas adapté pour penser un certain niveau du réel. Alors c'est très compliqué, et c'est ce que j'ai proposé d'appeler la quatrième blessure narcissique. Vous savez, Freud parle de plusieurs blessures narcissiques. On n'a pas été créé par Dieu comme une espèce différente. On n'est pas situé au centre de l'univers. On n'est pas au centre de notre conscience. Et ce que je propose comme idée, c'est que les choses sont en fait beaucoup plus graves. C'est-à-dire que la quatrième blessure est la plus grave. Nous ne sommes pas au centre de l'espace-temps. Et ça, c'est extrêmement angoissant parce que ça veut dire que là, la conversation qu'on a, on a l'impression que voilà, il y a un temps, il y a un espace, etc., mais que tout ça n'est qu'une construction, et qu'en dessous, il y a une sorte de réel qui est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus élusif, et où les choses ne sont pas structurées de cette manière-là. Donc on perd toutes nos certitudes du coup, et c'est difficile d'accepter cette idée. Comment est-ce que dans votre modèle, quelle est la place du rêve et des psychédéliques? Puisque les psychédéliques vont avoir un effet sur le cerveau et comme le cerveau agit comme filtre, je peux imaginer que du coup ça va Mmh. changer Mmh. toute la perception du réel antique. Mais pour le rêve, comment ça se passe? Puisque là, j'ai plus l'impression que c'est uniquement du filtre du cerveau ou est-ce qu'il y a. Comment est-ce qu'on intègre tout ça? Parce Alors, qu'après, du coup, c'est le côté de la pensée. le rêve c'est ce que supposait un psychanalyste dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Wilfred Bion. Le rêve, c'est une forme d'espace intermédiaire entre le réel et la réalité. Donc le rêve, c'est pas uniquement le cerveau qui divague comme ça, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le rêve nous donne une illustration de ce qu'est le réel, en partie. Et donc paradoxalement, les rêves sont plus vrais que la réalité. Voilà. On est d'une certaine manière, on serait dans ce modèle-là plus éveillé quand on rêve, d'une certaine manière.
Et bah, les psychédéliques, c'est la même chose. C'est-à-dire que les psychédéliques, ce sont des substances qui désorganisent le filtre cérébral et on pourrait imaginer que du coup, notre expérience devienne complètement désorganisée, et cetera. Or, c'est pas du tout ce qu'on observe dans les psychédéliques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui alors ça, les psychédéliques passent souvent par une forme de fragmentation de l'expérience interne. Par exemple, avec la DMT notamment, ça va fragmenter l'expérience interne, mais ensuite les gens vivent parfois des expériences d'unité extrêmement profondes. Donc des expériences de cohérence. Par exemple, avec la haute dose, avec la MDMA ou le LSD, vous avez des moments de réflexivité extrêmes. Or, le cerveau est censé produire la métacognition. Donc, comment se fait-il que quand se désorganise la mécanique cérébrale interne, ça produise à l'inverse des effets voilà. Donc, je pense que les psychédéliques c'est une voie royale d'accès à l'inconscient comme le rêve. Je dirais même c'est une voie royale d'accès au réel de manière plus générale. C'est pour ça que dans les cultures premières, là aussi je vais à la hache, hein, mais dans les cultures premières, le rapport aux plantes, le rapport aux substances, le rapport aux psychédéliques aide la culture, la société, l'individu à se représenter un certain rapport au réel qui est plus globalisant, on va dire. Et ça, bah, dans les cultures occidentales modernes, c'est pas le cas. Après, ce qui est intéressant, vous l'aurez remarqué, c'est qu'il y a une nouvelle vague d'intérêt pour les psychédéliques. Heu, la dernière vague, c'était la vague hippie des années 70, voilà. Et là, il y a une nouvelle vague et moi, ce qui me frappe beaucoup, notamment dans mes consultations, de psychothérapie, c'est que les jeunes, les 20-30 ans, enfin, la proportion qui prend des psychédéliques est énorme. Et alors l'hypothèse que je ferais, c'est que ça participe d'une génération qui va concevoir le réel peut-être d'une manière un peu différente. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Et dans votre monisme, qu'est-ce qui se passe après la mort? Comment est-ce que vous avez théorisé la mort? Est-ce que justement c'est juste un arrêt de l'existence puisque le cerveau se dégrade? Ou est-ce que la réalité antique, du coup, enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe, mettons, après la mort, du point de vue du sujet, du point de vue de l'expérience subjective? Bah, là, c'est une grande question humaine, très, très complexe dont je prétendrai pas avoir une réponse, mais je peux juste dire ce que je peux en déduire par rapport à mon modèle, s'il est pertinent. Et donc la réponse que je donne habituellement, c'est, que c'est une mauvaise question. C'est-à-dire que la question de la vie après la mort ou de la vie après la vie, c'est une question qui est ordonnée par une représentation du monde fondée sur un modèle épistémologique qui est infondé. Pourquoi? Parce que si vous pensez à une vie après la mort, ça veut dire que vous résonnez dans un monde spatio-temporel où il y a un avant et un après. Si vous supposez qu'il y a une strate profonde du réel qui n'est pas organisée par l'espace et le temps, la question de l'avant et de l'après, elle est plus cohérente. Du coup, en fait, de manière un peu provocatrice, on pourrait dire on est des morts vivants. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui est vivante, qui est bien quand même structurée par l'espace et le temps, parce que là, on peut quand même discuter dans un espace organisé par l'espace et par le temps. Mais euh, en deçà, il y a une strate qui n'est pas organisée par ça. Et donc cette strate, elle est ni morte ni vivante parce qu'elle est ni avant ni après. Et donc toute la question, c'est euh, quand l'organisme vivant qui vient stabiliser l'expérience sur l'ordre épistémique disparaît, quand il reste plus qu'une dépouille, que devient enfin, en fait, si vous voulez, quand vous mourrez, le processus de décomposition s'arrête. C'est ça en fait. C'est ça que fait les organismes vivants, c'est une petite partie du réel qui décompose d'une manière très particulière la psyché, la matière. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? La grande question qui émerge, c'est est-ce qu'il y a une subsistance d'un vécu de conscience individuelle dans cet espace ontique? Je suspecte que déjà la question d'une représentation individuelle, c'est là aussi quelque chose de normé avec une distinction sujet-objet, espace-temps. Donc ça induit à se dire: «Oh là là, mais en fait, on est toujours rattrapé par les catégories de l'entendement telles qu'elles sont décrites par Kant». Donc là, c'est peut-être aussi le grand mystère et peut-être aussi le grand charme de l'existence, de savoir qu'un jour on sera tous confrontés à cette énigme de ces modalités d'être. Voilà. Mais là aussi, alors, une nouvelle fois, après, très vite, on dérive dans la mystique ou la métaphysique. Mais bon, moi, je suis un grand fan de David Lynch. J'ai écrit plusieurs choses sur David Lynch. Et David Lynch, vous savez, il pratique beaucoup la méditation transcendantale. Et il y a une citation que je reprends, que lui-même a repris à la tradition hindouiste, je crois, où, en gros, pour le dire les choses simplement, l'idée, c'est que en fait, on vit un rêve. C'est-à-dire que l'état, nous, qu'on représente comme étant conscient, est en fait un état transitoire qui dure la vie d'un papillon, en fait, à l'échelle de la matière, et que cet état est une sorte d'anomalie transitoire, et qu'en fait, c'est
quand on va se réveiller de ce rêve que vraiment on va revenir à une forme de réel plus premier. Mais une nouvelle fois, ça pose la question d'une dimension de l'expérience subjective. Alors c'est un peu, ça donne le vertige tout ça, hein. Mais je pense que c'est des vraies questions en fait, qu'il faut réintroduire, en psychologie et en philosophie, sans non plus, tomber dans la mystique parce qu'après il faut quand même qu'on ait des modèles de dialogue, mais je pense que ça fait partie de l'expérience humaine et qu'il faut faire avec. Et du coup, dans l'autre sens, comment arrive l'arrivée à l'existence? Comment se passe le début du rêve, pour reprendre la métaphore du coup de David Lynch? Mmh. Comment est-ce que du coup on passe de l'antique à au travers du coup de la création, donc au travers de l'évolution dans le fœtus, et cetera, d'expérience consciente, peu importe à quel moment est-ce qu'elle peut arriver dans le développement ou si elle est dès le départ, enfin voilà. Comment est-ce que du coup on va réussir à passer de quelque chose d'antique à une perception de... Est-ce qu'il y a une idée de proposition dans votre modèle? Alors c'est ontique, hein, c'est pas antique comme l'Antiquité, c'est ontique, Oui. O-N-T, mais c'est Ah pardon, ontique, ok. mais alors là, pareil, vous me posez des questions très difficiles. Il y a quelque chose que je trouve très élégant, qu'évoque notamment Stanislas Dehaene, c'est l'idée que, la conscience, le vécu cérébral de conscience chez l'être humain, viendrait avec la naissance. On sortirait du ventre de la mère et là, il commencerait à y avoir ce que Bion appelle une lueur de conscience. Je trouve ça très élégant. Mais ça pose quand même aussi la question d'un vécu subjectif, intra-hétéro. Heu, En fait, vous savez, quand je disais: «Mais quand est-ce qu'émerge la conscience?» dans les modèles réductionnistes, on pourrait me retourner la critique. On pourrait me dire: «Mais dans votre modèle là, votre monisme décompositionnel, à partir de quand ça se décompose? À partir de quand ça émerge?» Alors ça, on pourrait imaginer qu'il existe, chez les org alors moi je pense que la problématique se situe entre le vivant et le non vivant. C'est-à-dire que, dans mon modèle, mais une fois c'est un modèle heuristique, hein, et je prétends pas qu'il soit, c'est une conjecture, enfin, c'est comme Pauli Jung. Je pense que ça rend heuristique certains phénomènes, comme j'essaie de le faire pour, Ted Serios, mais je serais très prudent avec mon modèle. C'est un proto-modèle, assez balbutiement. Mais je dirais que pour moi la différence, c'est donc la différence entre le vivant et le non vivant. Par exemple, je pense qu'une intelligence artificielle, ne peut pas avoir d'expérience consciente du même registre qu'un être humain. Et je dirais qu'un être vivant. Je pense que ça, c'est pas possible. Parce que pourquoi? Parce qu'une intelligence artificielle, c'est une production dans l'ordre épistémique. Bon, après, bon, c'est quand même une question compliquée, mais je pense qu'il y a quelque chose de très particulier dans le vivant et qu'il y a un certain niveau de structuration de la matière biologique qui induit le processus de décomposition. Après, à quel moment il apparaît? Par exemple, ça pose une question de: est-ce qu'il y a une expérience consciente d'une cellule? J'aurais tendance à penser que oui. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on appelle la clôture organisationnelle, c'est-à-dire que le fait que, vous savez, un être vivant, c'est uniquement quelque chose, une part du réel qui produit une clôture. C'est les théories de Maturana, et Varela, et donc je pense que cette clôture-là, elle produit un mode de rapport, de production du réel ou de décomposition du réel qui est très spécifique. Mais alors ça, comment étudier un truc pareil? Pareil, là, il faudrait des biologistes qui réfléchissent à ça. Alors vous savez, il y a toutes les théories de l'OCR théorie de Amorov et Penrose sur les microtubules qui ferait émerger la conscience. C'est très compliqué, très technique. Mais je pense qu'il faudrait creuser dans ces directions-là. Mais c'est ça, moi, ça match aussi mon intuition qui est, quand j'entendais parler du panpsychisme au départ, Mmh. j'ai trouvé que ça résolvait un gros problème qui est que souvent on se demande si par exemple, le fœtus est conscient et comme vous disiez, c'est à la naissance, on va avoir une lueur qui va s'arriver sur la conscience. Mais la lueur est une conséquence que tout d'un coup on arrive au monde et on peut commencer à avoir des perceptions. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont peut-être avancer que si on privait de ses sens un enfant, sa conscience serait un peu comme le bruit d'une télé, une sorte de radio sans unification. Et peut-être qu'au début, justement, la conscience est floue avant que les perceptions s'accordent et se mettent bien. Mmh. Mais là, on a tendance à mélanger le contenu de la conscience avec ce qu'est la conscience elle-même. Mais du coup, rien n'empêche qu'il y a juste la lumière allumée strictement, bien avant, voire même dans les cellules, et que potentiellement, il y a juste une sorte, du coup, après, bon, c'est le problème du psychisme, mais c'est le problème de la composition, de comment est-ce que deux consciences s'additionnent, ou alors est-ce qu'elles vivent intrinsèquement entre elles, elles produisent quelque chose de plus grand, enfin voilà. Donc ça, après, c'est un souci théorique. Mais c'est vrai que ça match une intuition qui est que ça permet de résoudre le problème, même si du coup, après, on ne sait pas où l'enlever et pourquoi est-ce qu'elle émergerait du vivant aussi dans un premier temps. Puisque ça reste du coup un problème un peu comme le truc avec le matérialisme où comment ça se fait qu'une composition encore d'atomes
inerte, d'un coup, allume la lumière. Et donc, voilà, c'est l'ensemble du problème. Mais bon, c'est le même problème qu'avec le vivant. Comment ça se fait que la Voilà. matière inerte est devenue un jour Mais vivante, quoi? ça décale le problème Ouais. et au moins, s'il est plus, on peut imaginer qu'il soit mieux posé. C'est en tout cas, Mmh. voilà et ce que je défends comme idée, c'est que, les expériences exceptionnelles, mais une nouvelle fois, une certaine catégorie très spécifique d'expériences exceptionnelles, permet en quelque sorte de faire une métaphysique appliquée. Parce que toutes ces questions, en fait, il y a plein de philosophes, il y a toute la philosophie de l'esprit qui interroge ces choses-là. Mais c'est très théorique. Or, je crois qu'on a certaines formes d'expérience qui permettent empiriquement d'étudier ces questions-là. Voilà, c'est ça le parce que tout ce que je vous dis là, moi, sur le monisme décompositionnel, le panpsychisme, bon, il y a des gens bien plus érudits que moi qui travaillent sur ces questions-là. La spécificité de mon approche, c'est de dire, mais je travaille à partir d'un matériel scientifique et clinique qui permet d'appréhender ces expériences pas uniquement comme des questions épistémologiques très complexes, mais en essayant de déduire des choses de ce qu'on observe. Et vraiment, lisez Codex Anomalia et le chapitre sur Ted Je vais le Serios, lire après, vous ouais. allez voir. Et donc, j'ai un autre ouvrage qui va sortir sur ce sujet-là. Il n'y a pas 50 options. C'est-à-dire, soit les phénomènes sont authentiques, soit ils ne sont pas authentiques. Et s'ils sont authentiques, il faut les intégrer dans notre modèle de la réalité. C'était le raisonnement de Bergson, de Victor Hugo, de bien d'autres. Et donc, je suis sur cette position-là. Bah, c'est le problème aussi avec la parce que j'ai regardé un petit peu des cours de Stanislas Dehaene au bout d'un moment et le problème avec l'idée que la conscience est une illusion, c'est que ça semble être la seule chose qui peut pas être une illusion. Tout ce qu'on fait passe au travers de la conscience. S'il y a une chose dont on est sûr, bon, c'est ce que dit Descartes quand il dit je pense donc je suis, c'est un petit peu cette idée-là, c'est que s'il y a une chose dont on peut être certain, c'est l'expérience consciente. Et si on jette ça par la fenêtre, je vois pas trop comment est-ce qu'on peut faire sens de quoi que ce soit d'autre, Oui, vu que tout est interprété au travers de ce filtre. et puis il y a un paradoxe dans ce modèle-là, puisque dans ce modèle, vous partez du principe que n'existe que ce que vous pouvez démontrer empiriquement, scientifiquement. Or, ce principe que la conscience serait une illusion, etc., c'est un principe métaphysique. Donc, non, mais bon, après, bon, vraiment, faut lire Irreducible Mind, faut lire tous ces travaux. Avec un certain nombre de collègues, notamment Etzel Cardena, on avait fait une tribune dans Frontiers pour dire attendez, nous, on a des données dans le champ des états non ordinaires de conscience, de l'hypnose, des expériences exceptionnelles. On a des données qui montrent clairement qu'il y a un problème avec le matérialisme déterministe. Voilà. Le souci, c'est que ben, si vous voulez publier dans... Enfin, le problème, c'est que c'est très efficace, le matérialisme déterministe. Très efficace, parce qu'effectivement, ça vous permet quand même de faire des découvertes incroyables. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que moi, je suis pas du tout sur une position anti-scientifique. Oui, oui. C'est-à-dire que je pense que c'est formidable ce que font les gens, une fois comme Stanislas Dehaene, c'est formidable. Il faut qu'ils continuent, absolument. Mais il ne faut pas que ce modèle-là empêche d'autres modèles d'exister pour intégrer d'autres modalités d'existence. Et moi, ce que je dis, c'est dans mes données cliniques, dans mes données scientifiques, il y a des choses qui ne collent pas avec ce modèle, et ça va poser problème, et ça pose déjà problème.